Adopté. Monsieur le ministre, vous souhaitiez vous exprimer? Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais par correction revenir sur quelques-uns des points quand même qui ont été soulevés et pas revenir par la suite. D'abord quand même, pour opérer ici un distinguo, vous parliez de menaces et je ne veux pas faire de cas ici au-delà du raisonnable et du peu de solidarité que certaines ou certains avaient pu avoir dans d'autres cas et dans d'autres réformes passées. On parle là d'officiers publics ministériels. On est en droit d'attendre d'eux, précisément, qu'ils agissent différemment que le commun des mortels ou tout autre concitoyen. Ça, c'est le premier point. La deuxième, monsieur le député, vous évoquiez cette commission d'Arrois où nous étions tous les deux membres de la commission. Je n'étais pas rapporteur de la dite commission. J'assume totalement les réflexions que j'ai pu avoir à l'époque comme vous. La différence, c'est que vous légifériez, pas moi. Et il faut à chaque instant de sa vie se rappeler d'où on parle et dans quelles conditions on se trouve. Et donc c'est bien la différence dans laquelle nous nous situons. Et je n'ai jamais caché mes responsabilités passées et présentes. J'espère qu'il en est de même pour vous. La troisième chose, sur le raisonnement économique qui doit être ici retenu. Moi je n'ai jamais parlé de rentier, mais j'ai parlé de rente. Parce que oui, la rente, ça se qualifie économiquement. Ça se qualifie économiquement. Il y a des rentes justifiées, la rente d'innovation, puis il y a d'autres rentes qui ne se justifient pas. Et quand on parle d'un tarif réglementé, il est normal qu'on puisse le réviser de manière régulière pour pas qu'il y ait d'effet de rente. Mais c'est pas une insulte de parler d'un effet de rente. Ça se définit économiquement et il est normal qu'on puisse le caractériser et qu'on puisse en parler. Et je veux, mais oui, et il y en a. Et il y en a, parce que quand sur certaines transactions, vous avez un principe de proportionnalité qui vous emmène à avoir une tarification qui est totalement déconnectée de vos coûts réels, vous créez un effet de rente par le tarif réglementé qui n'a pas de justification, ni en termes d'investissement intellectuel, ni en termes d'investissement intellectuel, ni en termes d'investissement de personnes ou autres. Et ça, c'est la réalité de la formation du tarif. Donc c'est pourquoi il est nécessaire de le rendre plus transparent. Et c'est pas du tout, absolument pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne reviens pas sur le point que j'ai fait tout à l'heure. C'est très minoritaire. Vous avez tout à fait raison de le rappeler, monsieur le député. Et il y a beaucoup de professions. La rente est un point en économie, qui existe, qui est qualifié et qui, quand on parle aujourd'hui d'une profession qui, parmi d'autres, a des caractéristiques économiques, je veux dire, il est normal de l'appliquer. Alors, il y a des rentes d'innovation. Là, il y a une rente réglementaire qui peut, à certains moments, exister. Mais elle est extrêmement marginale, vous avez tout à fait raison de le rappeler, et elle est liée justement à la formation du tarif. Alors maintenant, il y a un distinguo aussi important à reprendre, et il me semble que c'était un point de confusion, monsieur le député, dans votre propos. Je n'ai jamais dit que les tarifs n'étaient pas transparents, vous avez raison de dire, ils sont disponibles. Mais la formation des tarifs, donnez-la moi. Les tarifs sont disponibles, on ne va rien changer. Vous aurez des tarifs qui seront disponibles demain. Simplement, les critères pour déterminer les tarifs aujourd'hui existants, je vous ai dit, personne ne nous les a donnés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas transparents quant à eux. Donc là, on crée des critères pour la formation de ces tarifs qui vont regarder, justement, la réalité des coûts, des situations, et qui vont, de manière objective, en prenant en compte, et là je veux revenir sur l'une de vos interventions, il est prévu dans le texte, nous l'avons même explicité par voie d'amendement, monsieur le député Lefebvre, il est prévu, et nous allons le renforcer si besoin était, que les professionnels soient consultés. Donc il y a bien un principe de concertation qui est prévu sur une base simplement objective, ce qui me semble la moindre des choses pour des tarifs réglementés. Et donc là-dessus, je pense qu'il ne faut pas... Non, mais ils seront dans le texte. Nous n'allons pas par la loi définir les tarifs. Aujourd'hui, ces tarifs, ils sont définis par voie réglementaire, mais sans que la loi de mars 1944 n'ait fixé aucun critère. Nous allons ici définir des critères et une procédure pour que ces tarifs soient fixés par voie réglementaire. Donc je dis simplement, oui, nous créons la transparence sur les modalités de fixation de ces tarifs. Et ensuite, nous prévoyons dans la loi que les professionnels, précisément, seront entendus pour les former. Donc, je dis, on fait une avancée, et dans les modalités de formation des tarifs, nous prévoyons des règles de concertation. Le rapport de l'inspection des finances, monsieur le député, j'ai entendu une critique. J'ai aussi noté, pour ma part, d'abord, je l'ai rendu public. Il a fait l'objet d'un contradictoire. Il a été utilisé par vos collègues dans les missions qui ont été faites, qui ont demandé à chaque fois qu'un contradictoire puisse être apporté. Je leur laisserai répondre, s'ils le souhaitent, dans le fil de la discussion. À ma connaissance, très peu d'éléments factuels ont été opposés à ce rapport. Factuels. En l'espèce, un point sur la TVA des médicaments par les pharmaciens, qui a d'ailleurs fait l'objet, qui a été rapporté
et qui a fait l'objet d'une correction. Sur le reste, pas d'éléments factuels. Et pardon de vous le dire, il est normal que des fonctionnaires, c'est Pierre Moscovici qui avait saisi ce corps d'inspection de son ministère, que des fonctionnaires, à la demande de leur ministre, travaillent sur les conditions justement de transparence de plusieurs professions, tous secteurs confondus, il n'y a pas que les professions du droit, ça ne vous a pas échappé, qui sont couvertes par ce rapport, pour là aussi mieux en comprendre les éléments de fonctionnement et essayer d'apporter des réponses. Alors, sur ce qui est ensuite des droits de mutation, il y a une petite différence, me semble-t-il. Vous avez tout à fait raison de dire, et je n'ai jamais dit le contraire, que les droits de mutation sur les prix pèsent plus que les tarifs. Mais la différence, c'est que les droits de mutation, sauf à ce que j'ai raté quelque chose, comme tous les impôts, ils sont délibérés, ils sont publics. Bon, donc il est normal que les tarifs, ils soient réglés de manière transparente, selon une procédure définie par la loi. Rien de choquant à cet égard. Et l'articulation qui est faite de la réforme des professions réglementées, c'est à la fois les tarifs, la libre installation, l'interprofession. Nous ne parlons ici que d'un bout. Et oui, ce sera plus de transparence, ce sera un meilleur fonctionnement, ce sera des conditions justement de plus grande concurrence mises au bon endroit, et donc c'est un meilleur fonctionnement économique parce qu'il y a une part économique. Alors enfin, je veux finir quand même, Madame la députée, sur le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, puisque votre collègue, le député Hetzel, l'avait évoqué vendredi soir et je n'avais pas répondu. Et vous avez raison de me rappeler à l'ordre. Cette pratique, elle n'est pas nouvelle. Vous n'êtes pas sans l'ignorer, mais d'abord, je veux quand même que collectivement on se remémore d'où elle vient. Ça n'est pas le dépôt de leurs propres fonds, C'est le dépôt des concitoyens qui procèdent à des opérations auprès de ces derniers. Bon. Cette disposition, elle est vieille de 130 ans. L'article 2 du décret du 30 janvier 1890 dispose, je le lis, que les notaires ne peuvent conserver durant plus de 6 mois les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit. Toute somme qui, avant l'expiration de ce délai, n'a pas été mise aux ayants droit sera versée par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations. Ensuite, des notes successives, des décrets ont rappelé cette obligation jusqu'au décret du 30 novembre 2000 qui l'a rappelé. Donc, les officiers publics ministériels peuvent décider de ne pas respecter un décret. Vous conviendrez avec moi que ce serait relativement baroque. Et que, je ne qualifie même pas là, mais baroque me semble pour le moins la qualification. Mais j'attire votre attention et l'attention collective sur le fait que l'aspect communautaire du dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations est un point regardé attentivement. Parce que les notaires ont un monopole qui est communautairement compatible. Ça a toujours été reconnu comme tel. Et il est admissible seulement parce qu'ils agissent en délégation de l'autorité publique. Et parmi les caractéristiques de cette délégation d'autorité publique, il y a précisément ce dépôt. Donc ils peuvent librement décider de contrevenir à un décret. Ils peuvent librement décider d'ouvrir cette brèche. Je ne leur recommande pas. Et il me semble qu'un officier public ministériel ne respecte pas un décret serait une forme de remise en cause finalement peut-être même d'un principe de sécurité juridique auquel vous êtes toutes et tous attachés. Merci, Monsieur le Ministre.